Pour démarrer tout doucement, je vous raconte l'histoire de l'origine de Bicorp. Parce que s'il y a derrière Bicorp, c'est important de le savoir pour bien comprendre les valeurs ensuite qui représentent ce mouvement. Au départ, ce sont 3 entrepreneurs américains qui ont une entreprise de matériel de sport qui s'appelle End One et qu'ils doivent vendre à un moment donné pour des raisons financières. Et ils s'aperçoivent assez rapidement que toutes les valeurs qu'ils avaient mises dans cette entreprise volent en éclats parce que les nouveaux investisseurs veulent faire du retour sur investissement à court terme. Et c'est vraiment en réaction à cela, et parce que eux, ils avaient mis toute leur trip dans cette entreprise, qu'ils décident de lancer le mouvement Bicorp. Donc, ils créent cette ONG qui s'appelle Bilab. Alors oui, je vous explique un peu le jargon. Il y a 3 termes qui vont revenir très souvent. Bilab, c'est le nom de l'ONG. C'est donc une ONG d'origine américaine basée à Philadelphie, mais devenue globale aujourd'hui. Bicorp, c'est le nom du mouvement et du label. Mathilde, tu l'as bien dit, c'est pas seulement un label ou une certification, c'est vraiment un mouvement. Et puis, on vous en parlera un petit peu après, BIA ou BIA en américain, B Impact Assessment, c'est le fameux outil gratuit en ligne qui permet de s'évaluer. Donc, ces 3 entrepreneurs lancent Bicorp en disant « Nous, cette économie du XXe siècle, principalement tournée vers l'actionnaire, nous n'en voulons pas. Nous voulons construire une économie qui est partenariale, c'est-à-dire au service évidemment de ces actionnaires, mais pas seulement, au service également de toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris l'environnement. » Donc, pour simplifier, Bicorp va reposer sur 3 choses assez simples. La première, c'est l'engagement, puisque les Bicorp vont modifier leur statut juridique pour écrire dans leur objet social la société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans le cadre de ses activités. Il y a également un paragraphe qui est rajouté pour demander aux dirigeants de prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes de l'entreprise dans la prise de décision. Donc, il y a déjà cette partie-là. Je grave dans le marbre ce que je veux porter avec mon entreprise. Donc, je grave dans le marbre le fait que je suis une entreprise qui finalement a une double mission, celle de la performance économique évidemment, mais aussi celle de la contribution à l'intérêt général. Donc, la deuxième chose après l'engagement, c'est la performance. Donc, on a dit pas seulement la performance économique, mais la performance sociétale. Donc, une fois que les entreprises ont modifié leur statut, enfin, elles le font, la modification des statuts intervient avant ou après la certification selon les cas, elles vont démontrer qu'effectivement, elle génère un impact positif. Donc, elle s'évalue à l'aide d'un questionnaire qui s'appelle donc le BIA, B Impact Assessment. Le B que vous voyez partout, c'est benefit au sens benefit for all, pas le bénéfice de la dernière ligne du compte de résultat, mais bien le bénéfice pour tout le monde. Et donc, cet outil qui est gratuit, ça, je le précise parce que il n'y a pas, à ma connaissance, d'outils équivalents international qui soit accessible aussi facilement et gratuitement en ligne. Donc, cet outil va permettre à une entreprise de faire un 360 degrés et de vérifier qu'elle atteint ce niveau de contribution à l'intérêt général. Je vais revenir un petit peu après plus sur justement cet outil. Et puis, vous parlez donc du 3e pilier, après l'engagement, la performance et la transparence. Les Bicorp publient les 25 principaux indicateurs de leur performance en ligne. Donc, après, vous pourrez justement, quand on parlera de Welcome to the Jungle, et puis Thomas partagera le premier score qu'ils ont eu
obtenus. Donc, ce profil est publié en ligne, puisque les Bicorp sont encouragés à faire preuve de transparence. Donc, petite photographie du mouvement aujourd'hui avant de rentrer dans le cœur de l'outil d'évaluation, puis surtout de demander à Thomas comment ça se concrétise pour une entreprise. Le mouvement Bicorp, on est en train de s'approcher des 5000 entreprises certifiées dans le monde. Il y en a 185 en France. Il y a plus de 200 000 entreprises qui utilisent l'outil d'évaluation. En Europe, le mouvement est présent dans une bonne partie des pays. Il doit y avoir 1000 entreprises certifiées dans toute l'Europe. Bilab, l'ONG Bilab France, existe depuis fin 2019. C'est une ONG toute neuve, mais le mouvement en France n'est pas si jeune que ça, puisque le mouvement a été lancé et porté par Elisabeth Laville et Utopie dès 2015. Donc voilà pour le mouvement. Je parle de mouvement parce que une fois qu'une entreprise est certifiée, ce n'est pas l'aboutissement de quelque chose, c'est le démarrage. Et le démarrage, c'est aussi justement pouvoir échanger avec une communauté d'entreprises certifiées dont l'objectif est vraiment l'amélioration permanente. Et donc, cette communauté se rencontre et échange beaucoup pour soit prendre des engagements collectifs, soit former des groupes de travail pour approfondir des sujets. Donc, c'est aussi un élément qui fait que les entreprises rejoignent ce mouvement. Rapidement, le BIA, et après, on va cuisiner Thomas. L'outil, il s'adapte en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise et du pays d'opération. Ensuite, il va comporter deux types de questions, des questions notées et des questions non notées. Les questions non notées, c'est ce qu'on appelle le questionnaire de divulgation. Et pour le dire rapidement, c'est des questions qui vont vérifier que l'entreprise ne présente pas de risque ou, dit d'une manière un peu plus crue, ne traîne pas de casserole. Parce que une fois qu'on a obtenu le nombre de points notés suffisant, pour autant, on ne va pas être certifié si on opère dans une industrie controversée, on a des pratiques fiscales ou de droits de l'homme qui sont jugées comme controversées, etc., etc. Donc, il y a tout un garde-fou autour de la certification. Il ne suffit pas, effectivement, d'apporter sa contribution. Alors ensuite, sur la partie notée, elle va se décomposer en 5 domaines d'impact: gouvernance, salariés, collectivité au sens communauté, engagement citoyen d'entreprise, le 4e environnement et le dernier client. Thomas vous donnera des exemples de ce qu'il y a un petit peu là-dedans. Donc ça, c'est une décomposition assez classique. Ce qui est assez intéressant dans ce questionnaire, c'est qu'il y a 2 types de questions qui sont posées. Les questions liées aux opérations d'entreprise, c'est-à-dire la façon dont elle opère au quotidien, mais aussi les questions liées à son modèle d'affaires impact. Son modèle d'affaires impact, c'est justement ce qui va faire la différence. Ce qui va pouvoir dire à l'entreprise qu'elle a d'abord qu'elle va au-delà des pratiques du marché et ce qui va lui permettre d'affirmer qu'elle a une contribution positive. Le modèle d'affaires impact, c'est soit via l'offre de produits ou de services de l'entreprise. Mon produit répond ou mon service répond à une problématique sociétale, que ce soit de l'environnement, de l'éducation, de l'accessibilité à des produits essentiels, etc. Ou si ce n'est pas le produit ou l'offre qui génère de l'impact, ça peut être la façon dont l'entreprise est structurée pour délivrer cette offre. Par exemple, c'est mon produit, il est lambda. En revanche, j'ai un programme de mise à l'emploi de personnes qui rencontrent des obstacles justement à l'emploi et j'ai mis en place un programme de formation et de montée en compétences.
Ou alors, mon produit ou mon service, il est lambda. En revanche, je redonne une partie très significative de ce que je gagne à la communauté. Voilà, donc il y a une vingtaine de modèles d'affaires impact, justement, que l'entreprise va pouvoir explorer et se dire, voilà, mon entreprise, à quoi sert-elle et comment va-t-elle contribuer à l'intérêt général. Juste pour vous donner une idée de cette exigence de certification, le fameux BIA qui peut comporter jusqu'à 300 questions, comme en fait certaines questions sont à tiroir, quand vous l'ouvrez, vous en avez peut-être entre 150 et 180, puis quand vous le terminez, vous pouvez aller jusqu'à 300. Il faut obtenir un minimum de 80 points sur 200. Et donc là, on peut penser que 80 sur 200, c'est facile, puisque ce n'est pas la moyenne. En fait, ce n'est pas facile, parce qu'il faut comparer ce 80 points à 55. 55, c'est la moyenne de toutes les entreprises qui utilisent le BIA et qui l'ont terminé à plus de 95%. Donc, ça veut dire qu'une entreprise, une entreprise qui n'est ni meilleure ni plus mauvaise qu'une autre, elle a 55 points. Et pour être certifié, il faut avoir 80 points. Et donc, ça, Thomas nous dira que 80 points, ce n'est pas si évident que ça à avoir. Voilà, donc, et au-delà, et avant de passer à Thomas, dernière chose, vous dire que ce mouvement qui essaye d'être un mouvement a créé plein de partenariats justement pour s'aligner aussi avec ce qui existe déjà. Il y a 2 ans, il y a eu un partenariat avec le Pacte mondial des Nations unies pour créer un outil qui est connecté au Bay Impact Assessment, qui s'appelle SDG Action Manager, et qui va permettre aux entreprises d'évaluer leur contribution aux objectifs de développement durable des Nations unies. Cet outil va s'auto-alimenter à 40% avec les réponses du BIA. Donc ça, c'est une super fonctionnalité de l'outil qui va permettre aux entreprises qui sont intéressées justement de comprendre comment est-ce qu'elles contribuent ou comment elles peuvent contribuer aux objectifs de développement durable de le faire. Récemment, il y a eu un partenariat avec Global Reporting Initiative. Global Reporting Initiative, c'est la norme internationale en matière de reporting extra-financier. Il y a eu un partenariat également avec Fairtrade qui permet justement de porter les valeurs et les exigences qu'il y a derrière le commerce équitable. Donc, vous voyez qu'en plus, c'est un mouvement qui cherche à être au diapason de tout ce qui va contribuer à construire une économie plus… les termes de Bicorp sur l'économie, c'est plus inclusive, plus équitable et plus régénérative. Voilà, après cette longue introduction, et puis on répondra aux questions peut-être plus vers la fin, puis n'hésitez pas à les partager dans le chat. Et puis Mathilde, nous comptons sur toi. Je vous propose tout de suite de passer justement d'interviewer une entreprise qui l'a fait récemment pour qu'elle nous raconte un petit peu son chemin. Donc, pour démarrer, Thomas, peux-tu nous dire déjà, toi, qui tu es et nous présenter rapidement Welcome, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et puis ensuite, on ira vers ton chemin Bicorp. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thomas, je travaille pour Welcome to the Jungle. Donc, Mathilde l'a présenté tout à l'heure. Donc, on est une start-up, ou un peu plus qu'une start-up maintenant, parce qu'on a 250 salariés presque. Et donc, on conçoit des produits, des contenus autour de la marque employeur. Voilà, notre produit le plus connu, c'est une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent se présenter à travers des photos, des vidéos et poster des offres d'emploi. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une expérience de recrutement avec beaucoup plus de contenu, d'informations sur les entreprises. Donc, cette entreprise, elle existe depuis 2015 et moi, je l'ai rejoint en 2017 quand il y avait une vingtaine de salariés. Donc, on a commencé à s'intéresser à Bicorp autour de 2018, quand on était encore une toute petite et toute jeune entreprise.
Et donc, moi, je ne travaille pas du tout à plein temps sur les sujets RSE. Je m'occupe de l'équipe réseaux sociaux de Welcome to the Jungle. Donc, on peut penser qu'à priori, il y a peu de choses à voir avec B Corp. Mais chez nous, B Corp, c'est une initiative qui a vraiment été portée par des salariés, qui a été portée par un groupe de salariés qui s'intéressaient aux problématiques d'impact, aux problématiques d'engagement et qui ont voulu s'attaquer à ça à travers le prisme de B Corp. Donc, je vais raconter un peu plus tard comment on est arrivé à ça. Mais c'est un projet qui a été porté vraiment bénévolement en interne au sein des équipes de Welcome to the Jungle. Donc, le cheminement et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à B Corp. En fait, moi, je pense que j'ai commencé à parler de sujets RSE, disons, à Jérémy, le cofondateur de l'entreprise, à travers le prisme de l'écologie. Je suis arrivé, on était une toute petite boîte et moi, à titre personnel, je m'intéressais au sujet d'impact, d'écologie et j'ai commencé à lui dire que puisqu'on était jeunes, qu'on était une petite entreprise, qu'on se lançait, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait mettre en place aujourd'hui pour réduire notamment notre empreinte carbone, notre impact écologique. Et lui m'a dit, tiens, il y a ce mouvement qui s'appelle B Corp, qui était plus gros aux États-Unis, mais qui était encore très, 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 très petit en France. Si je ne me trompe pas, en 2018, Climène, il y avait une cinquantaine, je crois que tu m'as dit hier, Ah oui, d'entreprises. oui, oui, mais c'était une toute petite communauté, effectivement, qui C'était une démarrait. petite communauté, ouais. Et donc, on a commencé à s'intéresser à ce sujet, tout simplement parce que nous, on n'avait pas de politique RSE formalisée. On était encore une fois une toute petite et jeune entreprise qui n'avait pas encore réfléchi à la mise en place d'une problématique RSE. Et on s'est intéressé à B Corp parce qu'on s'est rendu compte que ce questionnaire, le B Impact Assessment, c'était un questionnaire qui était hyper exhaustif sur les problématiques RSE, organisé autour des 5 piliers dont Climène a parlé tout à l'heure. On s'est dit, puisque nous, on n'a pas a priori de compétences en interne autour du sujet RSE, qu'on a vraiment une envie de la part de plusieurs salariés de pousser des sujets d'impact, d'engagement, mais qu'on ne sait pas vraiment par quel angle aborder la chose. Ce questionnaire, en fait, qui est hyper complet, hyper exhaustif, qui questionne les entreprises sur vraiment toutes les pratiques, sur les 5 piliers. Donc, c'est hyper large, c'est hyper vaste et à la fois très, très bien documenté. C'est-à-dire que chaque question, en plus en fait, de questionner les pratiques, elle donne des exemples, souvent du contenu, des documents à télécharger qui expliquent comment les choses ont été mises en place dans d'autres entreprises. On s'est dit que c'était le prisme en fait, parfait pour se lancer, avancer et comprendre un petit peu le travail qu'il fallait faire de notre côté pour faire progresser notre politique RSE. C'est-à-dire que Thomas, oui, quand vous démarrez, finalement, vous utilisez l'outil pas tant pour vous dire on va devenir B Corp, mais plus comme pour structurer une démarche RSE que vous n'aviez pas. Et c'est quelque chose donc que vous avez fait tout seul ou vous avez été accompagné par un cabinet pour le faire parce que vous n'êtes pas une toute petite entreprise. Donc, Oui. dans ces cas-là, effectivement, pour une entreprise comme ça, jeune, en croissance, avec, j'imagine, pas forcément énormément de temps à y consacrer, comment est-ce que ça prend place, ce projet? Est-ce que vous décidez effectivement de le faire tout seul ou de vous faire accompagner par un professionnel? Ouais, alors d'abord, en effet, c'était au départ vraiment pas du tout, en tout cas, on était très loin de l'optique d'être certifié ou d'obtenir le label. Et d'ailleurs, ce n'était pas vraiment notre but. On s'est dit, il y a cet outil qui est en ligne, qui est hyper complet, qui est gratuit, et on va l'utiliser pour mettre en place quelque chose. Mais on était très, très loin de se dire qu'on serait certifié. Et d'ailleurs, ça nous a pris un petit peu de temps. Ensuite, peut-être par naïveté ou par je ne sais pas pourquoi, mais on a choisi de ne pas se faire accompagner et d'essayer de faire les choses tout seul. Ça, c'est peut-être aussi l'état d'esprit de l'entreprise où on se lançait, on avait plein de projets super chouettes qui arrivaient et on avait envie de les prendre à bras le corps. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer tout seul sans se faire accompagner sur ce projet B Corp. Donc, on s'est organisé vraiment par petits groupes de bonne volonté. Il y a des salariés qui s'intéressaient au sujet de l'écologie, d'autres qui s'intéressaient vraiment au sujet de l'engagement sociétal, du pro bono, de l'associatif, d'autres qui s'intéressaient au bien-être au travail, aux conditions de travail des salariés. On avait tous différentes affinités et on a fait des petits groupes de travail volontaires, bénévoles, qui ont commencé à avancer sur ces différents sujets, encore une fois, à travers le prisme de
de ce questionnaire. Donc, ça donnait un cadre, ça donnait une ligne à suivre assez claire sur ces différents sujets. Et puis, on a avancé comme ça pendant un an. Je pense encore une fois, on s'en est vraiment servi pour avancer sur notre politique RSE, c'est-à-dire qu'on a pris les sujets qui nous paraissaient prioritaires, qui nous paraissaient importants, et c'est les sujets sur lesquels on a commencé par travailler par petits groupes. On n'avait pas encore cette optique de vraiment essayer d'obtenir les 80 points, donc on ne cherchait pas forcément à compléter les questions qui nous permettaient d'avancer sur le questionnaire, mais plutôt celles qui nous permettaient d'avancer et de mettre en place des choses qui nous semblaient intéressantes en interne. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'est lancé. Par la suite, on a quand même eu le désir d'avancer un petit peu et de commencer à penser à la labellisation. Et donc, on a avancé de façon plus structurée dans le questionnaire, on va dire. Après cette première phase où vraiment on avait pris à bras le corps les premiers sujets qui nous paraissaient intéressants sur les 5 piliers du questionnaire B Corp, on s'est dit, bon, on va quand même avancer, on va essayer de tendre vers ce label B Corp et de manière plus structurée. Alors, on a fait quelque chose que je n'ai pas vu chez d'autres entreprises certifiées, mais qui a bien marché pour nous. On a organisé des petits hackathons en fait, en interne. On s'est quand même rendu compte, parmi les salariés bénévoles autour de ce projet, qu'on avait besoin, pour pas mal de décisions qui étaient liées au questionnaire, on avait besoin d'avoir l'attention, le temps de personnes décisionnaires d'entreprise. Je pense aux cofondateurs, je pense aux RH, aux personnes de la finance, aux personnes qui géraient les bureaux. Et donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile d'avoir du temps pour travailler avec ces personnes. Et donc, comme toutes ces personnes-là étaient convaincues de l'importance de la certification et de notre politique RSE, on a réussi à organiser des hackathons où tout le monde se retrouvait au bureau le soir. On l'a fait 3 fois, je crois. On s'est retrouvés 3 fois, 3 ou 4 heures ensemble au bureau et on essayait d'avancer sur la mise en place de politique RSE, sur le questionnaire, en se disant que là, ça y est, on avançait et qu'on avait envie d'être certifié dans les mois à venir. Donc c'est comme ça qu'on a abordé le sujet. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples sur justement quand, soit dans la première phase exploratoire, soit dans la suivante, quelles sont les choses du coup que vous avez découvertes, que vous avez mises en place? Ouais. Et puis peut-être faire un focus sur, vous êtes une entreprise finalement qui parle du monde du travail. Ouais. Et comment vous abordez ce sujet en interne chez vous justement de votre rapport au travail, des conditions de vie au travail? Est-ce que tu peux donner des exemples? Là, je ne dis rien, mais je pense à un truc chez vous qui m'impressionne beaucoup. Oui, absolument. Dont tu vas parler. Ouais. Déjà, peut-être la première chose, c'est que la naïveté dont je parlais tout à l'heure, c'est peut-être un peu couplé d'arrogance au tout début, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de faire quand même pas mal de choses assez bien et d'avoir un tas de bonnes pratiques en place. Et donc, on s'est dit, bon, on va aller voir ce questionnaire et on pense qu'on va avoir un score sympa du premier coup, quoi. Et la première fois qu'on a rempli le BIA, on s'est rendu compte qu'on avait 50 points et qu'on était bien loin et encore 50 points, pas vérifiés par l'audit, donc sans doute moins que ça, mais qu'en fait, on était très, très loin des 80 points nécessaires à la certification. Donc là, on s'est dit 2 choses. On s'est dit, on n'est pas du tout aussi avancé qu'on le pensait. Et deuxièmement, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose de sérieux, quoi, que ce n'était pas un label qu'on pouvait passer pour faire joli sur son site. Donc, ça nous a encore plus motivé, évidemment, à se lancer sérieusement dans le projet. Ensuite, la deuxième chose dont on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'il y a certains piliers sur lesquels on était naturellement assez bon, où on avait un score assez élevé, donc notamment ce sujet salarié, collaborateur, collaboratrice, parce que c'est quelque chose sur lequel on avait déjà mis en place un certain nombre de choses. Et en effet, je vais revenir dessus dans un instant, qui faisait que sur ce pilier-là, par exemple, on était relativement bon. D'autres sur lesquels on ne s'était jamais vraiment penché, encore une fois, en tant que jeune entreprise, comme le pilier écologie ou le pilier engagement sociétal, sur lesquels on avait des scores assez désastreux, mais aussi, c'est là qu'on avait évidemment le plus d'axes d'amélioration évidents. Donc, pour donner quelques exemples peut-être de choses qu'on a mises en place, donc peut-être sur la partie
Sur la partie écologie, pour commencer par là, donc nous, on ne produit rien de physique. Donc sur cette partie-là, on n'avait pas de chaîne de production, par exemple, à aller auditer ou autre. Donc, on s'est vraiment concentré premièrement sur l'impact de nos activités numériques. Donc là, on a travaillé avec nos équipes techniques, par exemple, pour essayer de réduire l'impact des consommations de données sur nos différents sites. Bon, un exemple qui est très, très bête, mais on a réduit la taille de nos images sur le site de 25% et naturellement, la consommation d'électricité de nos serveurs a diminué de presque autant. On a, au moment où on passait la certification, changé de bureau. Et c'est vrai qu'on a regardé l'ensemble de nos installations, de nos bureaux à travers le prisme de B Corp. Donc, ça va de choses très, très… enfin, voilà, de petites actions comme on travaille avec un partenaire qui est B Corp justement pour la valorisation, la collecte de nos déchets. Super entreprise d'ailleurs qui s'appelle Lemon Tree. On a choisi le fournisseur d'électricité de nos bureaux à travers ce prisme-là. Enfin, vraiment, c'est une somme de petites choses sur ce pilier-là. Maintenant, je pense à deux choses sur les piliers collaborateurs et sur le pilier sociétal qui m'ont particulièrement marqué. Sur le pilier collaborateur, on a mis en place depuis 2 ans chez Welcome to the Jungle, 2 ans et demi, la semaine de 4 jours. C'est-à-dire que toutes nos équipes travaillent 4 jours par semaine pour un salaire évidemment de 5 jours. Et ça, c'est un test qu'on a fait à grande échelle, à peu près au moment où on passait la certification. Donc, on a décidé de tester pendant 6 mois avec l'ensemble de nos équipes la semaine de 4 jours. On a fait un test en étant suivi à la fois par un neuropsychologue et ses équipes qui évaluaient l'impact de la semaine de 4 jours sur le stress des équipes, sur le bien-être au travail, sur le sentiment sur le fait de se sentir bien dans son job. Et en parallèle, on a fait un audit qui a simplement vérifié que nos performances financières n'étaient pas impactées par la semaine de 4 jours. Le résultat de ça, on en a un petit peu parlé hier avec Climène, c'était super intéressant. C'est-à-dire que pendant 1 mois, ça a été la pagaille. Les gens étaient plus stressés qu'avant, avaient l'impression de ne pas réussir à gérer leur emploi du temps. Nos résultats ont chuté assez dramatiquement ce mois-là. On s'est dit, c'est chaud et on ne sait pas si ça va tenir 6 mois. Et en fait, après ce premier mois où c'était hyper compliqué pour tout le monde de se réorganiser, le test a été super concluant en fait. Les mois suivants, on s'est rendu compte que non seulement nos prévisions financières revenaient sur les rails et on continuait sur un rythme de croissance super ambitieux qu'on n'avait pas du tout eu à diminuer. Enfin, on n'avait pas eu à réduire nos ambitions parce qu'on travaillait 20% de temps en moins. Et en plus que les résultats psychologiques étaient ultra positifs avec vraiment une diminution du stress dans l'ensemble des équipes et surtout le sentiment, et ça c'est quelque chose que les équipes avaient testé, le sentiment d'avoir beaucoup plus de contrôle sur son travail et sur sa vie. Donc ça a été un super truc qu'on a mis en place pendant B Corp et qui est encore en place aujourd'hui. Donc ça fait 2 ans et demi. Ça, c'est un des exemples, je pense, assez marquants de notre politique RSE et en plus qui est très pertinent pour nous puisqu'on se positionne sur les sujets de futur du travail, sur les sujets d'innovation autour du monde du travail. Et donc, ça a beaucoup de sens pour nous en tant qu'entreprise de faire ça. D'ailleurs, on a sorti une étude de 60 pages sur le sujet de la semaine de 4 jours. On propose une sorte de framework pour les entreprises qui voudraient faire la même chose. Et on a plusieurs entreprises qui nous ont dit qu'elles avaient utilisé ça pour donner suite. Donc, on espère créer quelque chose avec ça. Et peut-être une deuxième chose dont on n'a pas parlé hier d'ailleurs, Climène, mais qui me semble intéressante aussi. En fait, on n'avait pas de politique de pro bono ou de dons aux associations. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait commencé à faire. Et puis, j'ai parlé autour de moi pour essayer de regarder ce qui serait intéressant. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. On aurait pu donner du temps de travail pour faire tout un tas de choses passionnantes. Et un jour, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus dans quelle association, mais m'a dit en fait, le meilleur don que vous puissiez faire à une association, la plus forte valeur ajoutée, c'est de donner quelque chose qui soit votre cœur de métier. Et cette personne m'avait dit, en fait, vous aidez les entreprises à recruter. Il y a des tas d'ONG ou d'associations qui ont des besoins de recrutement. Et donc, la chose à plus forte valeur ajoutée que vous pouvez faire dans ce domaine-là, c'est en fait d'offrir votre service
à des ONG, des associations qui sont en croissance, qui ont des besoins de recrutement. Et donc, on a lancé un programme. C'est pareil, à peu près au moment de ce processus de certification où on permet à des entreprises, des ONG d'avoir des pages sur notre site Welcome to the Jungle. Donc, on leur offre le même service qu'aux entreprises. On vient chez elles, on interviewe les collaborateurs, les collaboratrices, on crée du contenu, on leur publie des pages sur lesquelles ces ONG peuvent poster des offres en ligne. Et aujourd'hui, je crois qu'on en a une vingtaine qui sont passés par ce programme. C'est hyper divers. On a Solidarité SIDA, on a le WWF France, on a la Fondation Abbé Pierre, on a justement Lab en France qui a participé au programme également. Et donc ça, voilà, ça a été une des choses aussi phares qu'on a mises en place autour du volet de. Super. Moi, je voudrais qu'on aborde encore deux choses, Thomas, avant peut-être de répondre à des questions. C'est que tu nous racontes donc pour être B Corp, il faut répondre au questionnaire en auto-évaluation, puis après on passe à l'audit. Comment ça s'est passé l'audit pour vous? Et puis parle un peu de ton score. Et puis après on pourra peut-être parler de comment tu utilises ou pas la communauté B Corp aujourd'hui. Tu l'utilises déjà, puisque je vois que tu as travaillé avec Lemon Tree, qui est B Corp depuis le début. Absolument. Alors, nous, le processus a été un petit peu long et à la fois, je pense que c'est aussi intéressant de prendre son temps sur ce sujet. Encore une fois, je pense qu'une entreprise qui voudrait vraiment uniquement obtenir le label pourrait se concentrer là-dessus vraiment et avancer et le faire relativement vite. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment le but de ce processus-là. Nous, c'était vraiment, on voulait créer une politique RSE avec des fondations solides qui éventuellement nous amènent à cette certification. Donc, le processus total nous a pris 2 ans. Encore une fois, je pense que ce n'est pas du tout un benchmark et que ça aurait pu être fait différemment. Il y a quand même une anecdote, c'est que j'ai fait pas mal d'appels avec des entreprises qui s'intéressaient au processus. On n'était pas encore certifié, mais dans notre écosystème, il y avait certaines entreprises qui savaient qu'on s'était lancé dedans. Et encore une fois, il y avait peu d'entreprises qui l'avaient fait. Donc, on avait des questions. Et un jour, j'ai fait un appel avec une de ces entreprises qui est certifiée aussi aujourd'hui, qui est Shine, une néobanque à destination d'entreprise. Et j'avais fait un appel avec cette entreprise. Donc, on était en plein processus. Je leur avais donné des conseils sur le processus, etc. Et puis un jour, nous, on n'avait même pas commencé notre audit, etc. Et la personne m'appelle et me dit, bah, écoute, merci beaucoup pour tes conseils. On vient d'obtenir la certification. Et donc là, je me suis dit, bon, il est quand même temps qu'on s'active un petit peu et qu'on se lance dans le processus d'audit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il nous faisait un peu peur, ce processus d'audit, dans le sens où on sait que c'est un label qui est exigeant. Je pense que je ne dirais pas strict parce que ce n'est pas le mot, mais qui est exigeant et donc on ne peut pas mentir pour obtenir le label B Corp. Et donc on a un peu repoussé le moment où on allait se lancer dans ce processus d'audit. Ceci étant dit, ça s'est passé hyper bien. C'était assez différent de ce qu'on avait imaginé. Je pense que l'audit, en fait, on est vraiment en conversation avec une personne qui souhaite qu'on soit certifié, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui souhaite que des entreprises rejoignent le mouvement. Il n'y a pas de passe-droit. En revanche, c'est vraiment un processus mutuellement bénéfique. La personne avec qui on était en audit nous a vraiment aidé, nous a donné des conseils, nous a dit, bon, si cette fois ça ne marche pas, voilà sur quoi vous pouvez vous améliorer, voici les questions auxquelles vous pourriez mieux répondre. Ou alors, celle-ci, elle est un petit peu mal formulée, mais vraiment, si vous la reformulez, que vous nous apportez les preuves que vous avez fait ça et que vous m'envoyez un document, là, on pourra mettre les points. Donc, c'était vraiment un truc où on avançait ensemble et on avait envie que ça marche. Elle voyait qu'on avait fait le travail, qu'on avait vraiment avancé sérieusement sur tout un tas de sujets. Et donc, on n'était pas dans un audit où la personne essayait de nous barrer l'entrée à la communauté B Corp. Au contraire, mais essayait plutôt de nous amener là. Donc, nous, on a été certifiés avec un tout petit peu plus que ce qu'il faut pour obtenir le label. Il faut savoir qu'il faut arriver avec un peu de points en réserve ou un petit peu de marge parce qu'on perd des points souvent pendant le processus d'audit. Certaines questions, on était persuadés d'avoir réussi ou d'avoir documenté la question. En réalité, parfois, ce n'est pas accepté parce qu'on ne l'a pas fait de manière assez approfondie ou parce qu'on a mal interprété la question. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on perd des points. Et donc, nous, je crois qu'on est arrivé avec
86 ou 87 sur notre auto-évaluation. On a perdu des points à certains endroits. On en a gagné un petit peu à d'autres parce que parfois aussi, c'est nous qui avons mal compris la question et on a été trop sévère avec nous-mêmes. Et je crois que finalement, notre score final, c'est 80,5 si je ne dis pas de bêtises, ce qui est 0,5 points de plus que les 80 points nécessaires à la certification. Chaud les marrons. Alors, avant de parler de la communauté, j'ai vu passer une question justement sur le processus d'audit, donc j'en profite. Donc, en fait, l'outil, vous l'utilisez gratuitement. Si vous voulez aller vers une certification, c'est là qu'effectivement, ça devient payant. Vous payez un frais de dossier de 250 €. À l'issue de l'audit, soit vous êtes certifié, soit vous n'êtes pas. Donc, si vous n'êtes pas certifié, c'est tout, vous recommencez. Si vous êtes certifié, à ce moment-là, vous allez payer vos frais de certification annuels tous les ans. Ils sont fonction de votre taille d'entreprise, donc avec des barèmes qui avantagent les petites entreprises et qui permettent aux petites entreprises que cette certification soit accessible financièrement. La certification, elle, est en revanche valable tous les 3 ans. Sachant que, et donc attention Thomas, le référentiel d'évaluation, le BIA, il est revu régulièrement. Et donc, quand une entreprise recertifie, elle le fait sur un référentiel qui est plus difficile que la dernière fois. Donc, si Welcome arrête de faire justement, de continuer, arrête ce travail d'amélioration continue avec 80, quelque chose, à des risques de passer en dessous de la barre des 80 la prochaine fois. Donc, le processus d'amélioration continue, il est vraiment important. Alors, comme j'ai vu passer les autres questions, j'y réponds en même temps. Complémentarité avec 1% pour la planète. D'abord, il y a une espèce de complémentarité, il y a une espèce de lien de famille entre 1%, puisque 1% a été lancé par Patagonia. Patagonia a été une des premières entreprises certifiées Bicorp. Donc, Thomas a donné l'exemple de comment on fait pour redonner à la communauté. Eux, ils ont décidé d'offrir leurs services à des ONG. Il y a des entreprises qui décident de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à 1% pour la planète. C'est très complémentaire à une démarche Bicorp et ça va leur permettre de gagner des points, des points dans leur BIA. Sachant que le modèle d'affaires impact de don dans le BIA, c'est au-delà de 1% pour la planète, puisque c'est 2% les points d'une entreprise vont s'envoler si l'équivalent de soit 20% des bénéfices, soit 2% du chiffre d'affaires, en montant financier ou en équivalent de temps donné, dépasse ces seuils-là. Après, 1% pour la planète, ça rapporte déjà pas mal de points aussi dans le BIA. Donc, en fait, je dirais que dans Bicorp, ça va rassembler un petit peu toutes les initiatives. Une entreprise qui décide de devenir société à mission, par exemple, elle va challenger sa mission, elle va l'inscrire dans ses statuts, elle va définir les objectifs liés à la mission. Tout ça, dans la section gouvernance du BIA, ça rapporte énormément de points. Donc, pareil, les démarches sont très complémentaires. Et à l'inverse, une entreprise qui veut devenir société à mission et qui réfléchit sur quels indicateurs utiliser, ou alors c'est quoi vraiment, où est-ce que, sur quel sujet j'apporte une contribution particulière à la société, en faisant le BIS, ça va la permettre de la challenger, également de mieux comprendre, de mieux explorer sa raison d'être au regard justement de l'impact que l'entreprise va pouvoir délivrer. Donc, beaucoup de complémentarité. Et puis, à la question sur les entreprises du CAC 40, c'est en train d'arriver. Donc, une entreprise comme Danone est partiellement certifiée Bicorp. Elle vient cette année d'obtenir la certification sur tout le périmètre France, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, pour des entreprises du CAC 40, le processus, il est évidemment différent parce qu'il y a toute une phase de pré-certification. Et pour ces entreprises, notamment, on commence par regarder la question des risques. C'est-à-dire, on ne va pas embarquer une grosse boîte du CAC 40 dans un processus de certification Bicorp si on s'aperçoit que pour une raison ou pour une autre,
elle a un sujet de potentielle inéligibilité ou s'il y a un warning sur ces pratiques. Et enfin, il y avait une question sur les autres, la différence avec les autres labels et notamment par exemple Lucie. Eh bien, il y a beaucoup de similitudes entre Lucie et Bicorp, je pense, dans l'esprit. Donc tout ça va dans la même direction. La différence, c'est que Bicorp est international, que le questionnaire est gratuit. La certification n'est pas gratuite, hein, mais le questionnaire il est accessible 100% en ligne gratuitement. C'est ça la différence. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre différence par rapport à Lucie, c'est que quoi? Donc j'ai dit international, la gratuité. Et ben, je ne sais plus quoi d'autre. Mais enfin, nous, quelque part, on n'est pas, Bicorp ne souhaite pas s'inscrire non plus dans une guerre de label ou de quoi que ce soit, mais plutôt d'apporter une pierre à l'édifice et de s'intégrer dans un dispositif où les entreprises ont vraiment besoin d'être aidées justement pour partir dans la bonne direction. Et donc, toute cette profusion de labels ne doit pas être vu comme quelque chose d'une jungle incompréhensible, etc., mais plutôt un éventail de possibilités et chaque entreprise doit choisir celle qui lui convient le mieux. Oui, la différence avec Lucie et d'autres labels, c'est aussi la modification des statuts, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas encore chez Welcome, mais vous modifiez vos statuts, donc il y a un espèce de truc, vous gravez dans le marbre. La position de Bilab vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que Bilab a suspendu le processus de certification en cours pour toutes les entreprises qui ont des opérations en Ukraine. Donc, a établi un moratoire de 90 jours pour se donner le temps justement de réfléchir et encourage les entreprises, enfin demande aux entreprises de cesser leurs opérations en Russie, tout en veillant à ce que ce n'est pas des dégâts collatéraux négatifs sur les populations. Voilà. Et aujourd'hui, les processus de certification sont bloqués pour les boîtes qui opèrent en Russie. Et la question va être au fur et à mesure abordée pour les entreprises qui sont en recertification, parce que tous les 3 ans, les entreprises recertifient. Et puis, Bilab est en train de réfléchir, de recueillir des feedbacks pour justement établir une note de position, sachant que dans le questionnaire de divulgation, il y a déjà une question qui existe depuis toujours, qui est: est-ce que vous opérez dans une zone de conflit? Donc, ce sujet est regardé de près par Bilab. Je crois que si on a plus ou moins balayé les questions, peut-être du coup on peut rentrer dans le sujet de la communauté, Thomas. Enfin, vous êtes assez jeune entre guillemets dans la communauté, mais est-ce que donc toi tu as quand même pu déjà participer à ces activités? Je sais que tu as déjà donc échangé avec pas mal de Bicorp, tu es déjà dans ce réseau d'échange pour d'échange de bonnes pratiques, de pratiques, etc. Mais est-ce que tu peux dire comment tu vois cette communauté Bicorp? Ouais. Déjà, je voulais rebondir sur un petit truc dont tu viens de parler. Oui, la modification des statuts, on l'a fait et je pense que c'est je pense que c'est important pour tout le monde, mais que ça l'est aussi particulièrement pour nous. On est une startup en hypercroissance, on fait des levées de fonds régulièrement et je pense que ça a beaucoup de sens d'inscrire nos enjeux RSE, nos objectifs liés au label Bicorp dans les statuts parce que quelque part, ça assure aussi que en fait, toutes les personnes qui vont potentiellement rentrer au capital de l'entreprise seront obligées de prendre en compte ces choses-là qui sont prioritaires pour nous. Ça, c'est une petite parenthèse. Ensuite, pour la d'ailleurs, la question la question de BIA s'appelle mission protégée. Oui, exactement. Voilà. Je pense que c'est très parlant. Pour la communauté, donc nous, on est en contact avec... alors, déjà, il y a une première chose, c'est que notre modèle d'affaires fait qu'on est en contact avec 4000 entreprises clientes
qui nous pose énormément de questions sur les pratiques qui sont autour de notre sujet d'expertise, mais notamment la question du bien-être au travail, du futur du travail, des évolutions du monde du travail. Et donc, assez naturellement, ça nous a mis dans une position où on a beaucoup d'entreprises de notre écosystème qui nous contactent aujourd'hui pour avoir des informations sur le processus B Corp, ou alors qui se lancent ou qui se sont lancés, qui ont été certifiés. Là, on est en train de réfléchir en termes de produits à afficher un label. Déjà, on a ajouté une section RSE sur les pages entreprises où elles peuvent présenter leurs activités justement de type label B Corp. Je pense qu'à terme, ce serait bien qu'on ait des filtres sur le sujet. Donc ça, c'est vis-à-vis de notre écosystème à nous, mais on a quand même un vrai enjeu de mettre en avant ces pratiques-là auprès de nos clients. Ensuite, au sein de l'écosystème B Corp, alors je ne peux pas dire que j'ai participé encore à toutes les choses c'est vraiment très riche, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui s'organisent, des ateliers, des groupes de travail. Je ne peux pas dire que j'y ai pour l'instant participé autant que j'aurais aimé. En revanche, on est en contact avec énormément de B Corp. Après avoir vu le processus de l'intérieur et savoir à quel point il était exigeant, ça me donne énormément de confiance déjà dans les prestataires ou les partenaires qu'on peut choisir qui ont été eux-mêmes labellisés. Donc, c'est vrai que quand on a besoin de choisir un prestataire, par exemple, donc sur le domaine de la valorisation des déchets, on est passé par les Montry, qui est une B Corp. Sur le domaine de l'offset de nos émissions carbone, on travaille avec Reforest Action, qui est une B Corp aussi pour participer à des plantations d'arbres et l'entretien de forêts. Donc, c'est vrai que faire partie de cet écosystème, ça nous donne aussi des contacts avec des entreprises qui vont dans la même direction que nous. Moi, je fais des appels régulièrement avec des personnes avec qui j'étais en contact, qui ont été certifiées depuis. On s'échange des bonnes pratiques. On met en place des choses communes dans ces entreprises-là, des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé par moi-même. Donc, c'est vrai que j'utilise surtout ce réseau pour l'instant à titre individuel, c'est-à-dire que j'utilise tous les contacts que je peux trouver parmi les entreprises B Corp autour de nous pour comprendre ce qui se fait dans d'autres entreprises, pour voir comment est-ce qu'on pourrait continuer à progresser de notre côté. Et encore une fois, j'ai moins exploité, mais du coup, peut-être que tu peux en parler rapidement, Climène, mais j'ai moins exploité l'aspect plus collectif du label. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. On a envie de prendre part à cette communauté. On est encore jeune et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va faire dans les semaines et mois qui viennent. Alors, la communauté elle est intéressante. Il y a les volets, il y a le volet international, le volet européen et le volet français. Donc, nous, évidemment, Bilab France, on va relayer, on va aider les entreprises B Corp françaises à être informées de tout ce qui se passe comme initiative globale au niveau monde ou au niveau Europe. Et puis, au niveau France, on a développé toute une série d'activités. Il y a un call mensuel qui permet de délivrer une fois par mois tout l'essentiel de l'actualité, de faire intervenir des témoins, des B Corp ou des non-B Corp d'ailleurs, parler justement de l'avancée des différents groupes de travail. Les sujets qui sont abordés dans les groupes de travail, ça va être par exemple, il y a 2 groupes sur la partie climat, dont un qui est sur un projet pilote avec l'ADEME. Il y a un groupe de travail qui vient d'être lancé sur le numérique, justement parce qu'on a plein de B Corp dans le domaine du numérique qui sont arrivés, du conseil sur le numérique durable et qui donc ont proposé de structurer quelque chose pour aider les B Corp à s'améliorer là-dessus. Il y en a un sur un qui était très pratico-pratique en interne, c'est comment est-ce que je communique sur le label B Corp. Il y en a un sur justement toute la réflexion autour de la société à mission, en lien avec également nos amis de la communauté des entreprises à mission, dont une partie des cofondateurs sont tous B Corp. Tout ça, c'est un peu une même grande famille qui cherche à mettre en commun tout ce qui est possible de faire pour progresser. Comment ça fonctionne, ces groupes de travail? En fait, les B Corp qui souhaitent poser un sujet le proposent et puis dès que ça recueille de l'intérêt, se forme un petit groupe qui va travailler là-dessus et qui va ensuite partager à l'ensemble des B Corp les avancées, qui va faire des propositions. Il y a également des communautés locales qui se créent. Moi, je suis basée à Bordeaux. Il y a une communauté locale à Bordeaux. Il y en a une à Nantes en train de cours de création, une à Lyon, une à Lille.
Donc, il y a vraiment cet effet communauté à la fois du niveau mondial jusqu'au niveau très local. Et donc, ça permet tout ça de… Et puis, évidemment, il y a des canaux et des fils de communication qui vont permettre au Bicorp de s'interpeller, de demander un conseil, de demander est-ce que vous ne connaissez pas une entreprise qui fait ci, est-ce que vous avez déjà mis en place une charte de cela, est-ce que vous pouvez la proposer, etc. Donc, c'est un super écosystème pour progresser et échanger. Et peut-être, comme je vois que nous nous approchons du terme, il y a une question pour toi dans le chat, Thomas, sur l'engagement des salariés. Je te laisse répondre. Ouais, donc l'impact de la démarche B Corp sur les salariés de Welcome. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure partie, clairement. C'est-à-dire que ça a donné vachement de visibilité à notre politique RSE et comme on l'a fait assez tôt, ça a laissé une marque énorme dans notre culture d'entreprise. Et ce qui me fait hyper plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce prisme-là de B Corp ou en tout cas d'une politique RSE ambitieuse, ce prisme, il est utilisé sur tous les sujets, sur toutes les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui et particulièrement parce qu'on est une entreprise en croissance aujourd'hui où on a vraiment des tas de décisions à prendre tous les jours. C'est vraiment une aide à la décision énorme. Et là, en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on met en place aujourd'hui est coloré du prisme de B Corp et de la politique RSE. Le dernier exemple qui me vient en tête, donc là, on a beaucoup de recrutements à faire cette année et donc on a mis en place un système de cooptation, de referral qui n'existait pas avant chez Welcome. Donc, de manière assez classique, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est qu'on donne une certaine somme à la personne qui réfère un candidat qui est recruté chez nous. Et bien là, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a sélectionné des associations bénéficiaires et on propose aux gens qui ont recruté quelqu'un de donner 25, 50, 75 ou 100% de la somme qu'ils auraient pu recevoir directement à une association au nom de Welcome. Et en moyenne, on voit que les gens donnent 50%. Donc, les gens gardent une petite partie de cette somme-là pour eux et donnent 50% à une association qui sont en plus ensuite matchés par l'entreprise. Donc, à chaque fois qu'on a un recrutement qui est issu d'une cooptation, on a cette somme qui est donnée à une association ou une ONG qu'on a présélectionnée. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que, en fait, c'est l'équipe RH, l'équipe recrutement qui a mis cette chose-là en place et ça leur a semblé évident de réfléchir à ce sujet qui a priori rien à voir avec les démarches RSE ou les démarches d'impact. Ça leur a semblé évident de le faire à travers cet angle-là ou des choses de manière ultra anecdotique. On a eu un off-site, une réunion d'entreprise à 200 personnes jeudi dernier et la personne qui organise l'événement m'a dit j'ai fait un buffet végétarien parce que ça me semblait évident en tant qu'entreprise B Corp qu'on n'allait pas proposer un buffet avec de la viande à 230 personnes alors qu'on essaie de réduire notre impact carbone. Tout ça pour dire que ça, ces décisions, c'est pas moi, c'est pas les fondateurs, c'est pas les personnes qui ont porté Bicorp qui sont derrière les gens en leur disant il faut faire ça parce que sinon, c'est pas bien du tout. C'est vraiment les salariés, les collaborateurs, les collaboratrices qui ont intégré cette culture-là et qui disent on est dans cette démarche, donc on ne peut pas se permettre de faire ça, ou on devrait faire ça, ou voilà comment on devrait faire ça. Et j'ai l'impression que chaque jour, il y a des dizaines de petites décisions qui peuvent paraître anecdotiques, qui sont prises et qui à chaque fois sont prises à travers ce prisme-là. Moi, ça me fait hyper plaisir, c'est clair, de me rendre compte, quand je vois ces choses-là se passer, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qui a été poussé par les dirigeants ou par une équipe, je me rends compte que ces choses-là additionnées à la fin de l'année, ça a un impact énorme. C'est un levier dans l'attraction de talents candidats, c'est clair, on le voit chez nous, mais surtout on le voit énormément dans notre métier, parmi les 3 000, 4 000 entreprises qui recrutent chez nous. On voit que les entreprises qui n'ont pas de politique RSE ambitieuse aujourd'hui ont de plus en plus de mal à recruter. Je ne sais pas si vous avez vu les étudiants d'école d'ingénieurs qui ont signé des tribunes disant qu'ils refusaient de travailler dans des entreprises qui ne s'engageaient pas pour la planète. On le voit de plus en plus, on le voit de plus en plus chez les plus jeunes. Donc, je pense que ce sujet-là, ça va être capital dans le monde du recrutement dans les 5 prochaines années. Il est 10 heures, peut-être conclure sur la dernière question de Mathilde, le rôle du dirigeant dans cette démarche. Je pense que si l'équipe dirigeante ne croit pas à B Corp, ne croit pas au fait d'avoir une politique assez ambitieuse, c'est impossible à mettre en place, dans le sens où je pense que
Si tout le monde du dirigeant, de l'équipe dirigeante à une partie des salariés n'est pas convaincu que B Corp ou la politique RSE doit être une priorité au même titre que les résultats financiers de l'entreprise, je pense que c'est difficile de mettre en place une politique suffisamment ambitieuse pour réussir l'obtention du label. Ça a été le cas chez Wellcome, on a été hyper soutenu de la part de l'équipe dirigeante. Ils y croient énormément et ça a été un facteur clé dans l'obtention du label. Je n'aurais pas dit mieux en conclusion. C'est vraiment un projet d'entreprise.